La cabine du vol de nuit chuchotait mécaniquement. Rangée 12, siège côté hublot. Connor Hayes dormait, le front pressé contre la vitre froide, une ombre de barbe sur une mâchoire qui n'avait pas souri depuis des mois. Sa fille de 7 ans, Riley, était recroquevillée à côté de lui comme un point d'interrogation, ses petits doigts serrant un livre de coloriage d'avion usé par les crayons de couleur. Le 737 fendait la nuit à 37 000 pieds. Les moteurs fredonnaient leur berceuse familière. Puis l'harmonie se brisa. Un frisson, un à-coup. Les compartiments à bagages claquèrent comme des dents nerveuses. L'éclairage d'urgence baigna les visages endormis d'une urgence ambrée. L'interphone crachota et une voix féminine, contrôlée mais portant le poids d'une peur inexprimée, perça l'obscurité. Mesdames et messieurs, nous avons une urgence immédiate. Y a-t-il un pilote à bord de cet avion? Les yeux de Connor s'ouvrirent brusquement. Son pouce cogneux trouva le chronomètre d'aviation à son poignet, toujours figé à 1117, marquant toujours le moment exact il y a 3 ans où il avait tourné le dos à tout ce qu'il avait jamais aimé du ciel. Le livre de coloriage de Riley glissa sur le sol alors que l'avion tremblait à nouveau. Sa petite main agrippa le bras de Connor, les doigts s'enfonçant dans la flanelle usée qui sentait le fluide hydraulique d'avion et les nuits blanches. Autour d'eux, les passagers s'agitaient comme des oiseaux dérangés, leurs têtes se tournant vers la porte du cockpit avec les mouvements saccadés de personnes soudainement conscientes de leur propre mortalité. L'éclairage d'urgence teintait tout d'un ambre maladif, donnant au visage familier l'apparence d'étrangers capturés dans la lueur de feu de camp mourant. La poitrine de Connor se serra alors que des souvenirs percutaient ses côtes. L'odeur du kérosène mélangée à l'air du désert. Le poids des commandes de vol répondant à son toucher comme des extensions de ses propres mains. Le moment où tout avait mal tourné et la voix de Marcus grésillant à la radio une dernière fois avant le silence. Il pressa sa paume contre le hublot froid, regardant les feux de navigation clignoter dans l'obscurité parsemée d'étoiles comme des messages en code Morse d'avion qui faisaient encore confiance au ciel. 3 ans de travail d'entretien l'avaient gardé près des avions, mais jamais à l'intérieur. 3 ans à raconter à Riley des histoires pour l'endormir sur tout, sauf la raison pour laquelle les mains de papa tremblaient chaque fois que des avions à réaction passaient au-dessus de leur tête. L'interphone grésilla à nouveau et de l'électricité statique remplit les espaces entre les mots comme du verre brisé. C'est le premier officier Jessica Park. Le commandant Mitchell a souffert d'une urgence médicale et est incapable de continuer ses fonctions. Nous avons besoin d'une assistance immédiate de la part de toute personne ayant de l'expérience de pilote, militaire ou civil. Une voix portait le calme précis de quelqu'un qui danse au bord de la panique. Chaque mot mesuré et contrôlé comme des munitions rationnées pendant un siège. Connor reconnut ce ton parce qu'il l'avait lui-même utilisé une fois quand son élève pilote s'était figé aux commandes et que 40 000 livres d'avion étaient suspendus entre la terre et le ciel sans autre direction que vers le bas. Les aiguilles du chronomètre semblaient se moquer de lui avec leur rappel permanent d'échec. 1117 figé dans le temps, comme le moment où tout ce qu'il avait construit s'était effondré. Autour de la cabine, les passagers commençaient à comprendre que leur vie dépendait de quelqu'un qui se manifesterait, de quelqu'un prêt à assumer le poids de la responsabilité qui accompagnait le fait de toucher les commandes d'un avion, quand la marge d'erreur se mesurait en battements de cœur et en prières. Les yeux de Riley trouvèrent les siens dans la lueur ambrée, grands et confiants de la manière que seuls les enfants pouvaient avoir lorsque le monde des adultes s'effritait autour d'eux. Papa, chuchota-t-elle, et sa voix portait toutes les questions qu'elle n'avait jamais posées sur les médailles cachées dans leur placard, les photographies qu'il avait retournées sur sa commode, la raison pour laquelle il vivait dans une petite maison près de l'aéroport, mais ne s'envolait jamais nulle part sauf dans les fantaisies de son livre de coloriage. La main de Connor se posa sur ses cheveux, ses doigts tremblant légèrement, alors qu'il lissait les mèches ébouriffées par ses tentatives de dormir contre son épaule. Autour d'eux, les passagers se tournaient dans leurs sièges comme des tournesols, suivant la lumière, cherchant quiconque pourrait s'avancer et revendiquer le terrible privilège de tenir leur vie entre des mains entraînées. Un homme d'affaires en première classe se disputait avec une hôtesse de l'air, sa voix s'élevant au-dessus du bruit des moteurs, alors qu'il exigeait de savoir quel genre de compagnie aérienne n'avait pas de pilote de secours. Une femme 3 rangées plus loin pleurait en téléphonant.
disant à quelqu'un qu'elle l'aimait dans le raccourci désespéré des gens qui avaient soudainement réalisé que les moments ordinaires pourraient être leurs derniers. Je sais que tu as peur, ma chérie, murmura Connor, sa voix à peine audible au-dessus du bruit des moteurs qui tournaient en douceur, mais qui semblaient en quelque sorte différents maintenant, chargés du fait que les personnes qui les contrôlaient opéraient à la limite de leur capacité. Mais ses yeux étaient fixés sur la porte du cockpit, calculant les distances et se souvenant des procédures qu'il avait juré d'oublier. Des protocoles d'urgence qui vivaient dans sa mémoire musculaire malgré 3 ans de négligence délibérée. L'avion s'inclina à nouveau et cette fois les lumières vacillèrent comme des lucioles mourantes, les systèmes d'urgence se testant contre des pannes qui, il l'espérait, ne viendraient jamais. Les sorties de secours brillaient en vert dans l'obscurité, marquant des voies d'évacuation qui ne menaient nulle part à 37 000 pieds. Des rappels qu'en aviation, on ne pouvait pas se garer sur le bord de la route quand les choses tournaient mal. Le livre de coloriage de Riley était ouvert sur le sol, montrant un Boeing 737 soigneusement coloré, les ailes déployées contre un ciel bleu crayon. Le même type d'avion dans lequel ils étaient piégés. Le même type que Connor avait jadis commandé avec la confiance de la jeunesse et la certitude que l'habileté pouvait surmonter n'importe quel obstacle que le ciel pourrait présenter. Connor détacha sa ceinture de sécurité avec des doigts qui se souvenaient de la mémoire musculaire d'une autre vie. Quand les ceintures de sécurité étaient des harnais et les cockpits des royaumes, où il régnait sur l'altitude et la vitesse avec l'autorité de quelqu'un qui avait gagné ses ailes par le sang et la détermination. La poigne de Riley se resserra sur son bras comme un garrot conçu pour arrêter le flux du temps, pour les maintenir figés dans ce moment avant que tout ne change à nouveau. « Où vas-tu » demanda-t-elle, et sa voix contenait le genre de peur qui vient du fait de regarder son seul parent se préparer à marcher vers le danger. La compréhension intuitive que certaines portes, une fois ouvertes, changent tout ce qui vient après. L'avion trembla à nouveau, plus violemment cette fois, et les compartiments à bagages gémèrent comme de vieux os sous le stress, les charnières protestant contre des forces qu'elles n'étaient pas conçues pour supporter. L'éclairage d'urgence baigna tout d'un ambre infernal, transformant la cabine familière en une scène de cauchemar, où les objets ordinaires devenaient des signes avant-coureurs de désastre. Mais les yeux de Connor s'étaient adaptés à l'éclairage d'urgence, et à travers la lueur ambrée, il pouvait voir les hôtesses de l'air se déplacer avec une urgence maîtrisée, leurs visages des masques de calme professionnel qui dissimulaient à peine des rivières de terreur coulant juste sous la surface. Il s'agenouilla près du siège de Riley, amenant son visage à la hauteur du sien, afin qu'elle puisse voir ses yeux dans la lumière tamisée, afin qu'elle puisse y lire la vérité au lieu de l'entendre, filtrée par des explications d'adultes qui ne parvenaient jamais tout à fait à saisir le poids de ce qui se passait. Ses yeux étaient grands ouverts, reflétant l'éclairage d'urgence comme des phares jumeaux dans le noir. Et Connor se vit lui-même reflété là. Pas l'homme brisé qui avait passé 3 ans à fuir le ciel, mais le père qu'elle avait besoin qu'il soit à ce moment où les certitudes de l'enfance s'effritaient autour d'eux comme l'aluminium d'avion sous le stress. « Tu te souviens de ce que papa fait comme travail ?» demanda-t-il doucement, sa voix coupant à travers le bruit ambiant des passagers effrayés et des moteurs en tension. Elle hocha la tête, son petit menton tremblant, avec l'effort d'être courageuse quand tout autour d'eux suggérait que le courage pourrait ne pas être suffisant. « Je répare des avions pour les rendre sûrs, mais avant ça, il y a longtemps, je les pilotais. » Les mots eurent un goût de rouille dans sa bouche. 3 ans de silence brisé par la nécessité et le poids de 180 âmes, dépendant de compétences qu'il avait enterrées sous la culpabilité et le chagrin, et la certitude que certaines erreurs étaient trop grandes pour survivre. Les doigts de Riley se desserrèrent légèrement sur son bras, alors que la compréhension se levait dans ses yeux. Les pièces du puzzle du passé caché de son père se mettant en place comme des instruments trouvant leur bon réglage. Autour d'eux, les passagers commençaient à paniquer, les voix s'élevant comme des vents de tempête, des enfants pleurant, des adultes priant dans des langues qu'ils ne reconnaissaient pas. Tous unis par la peur primale de tomber de hauteur qui n'était jamais destinée aux corps humains. Mais dans leur petite poche d'espace, le père et la fille existaient dans une bulle de confession chuchotée où la vérité était enfin prononcée après des années d'omission prudente. « Tu vas réparer cet avion, papa ?» demanda Riley, et sa confiance le frappa plus fort que n'importe quelle turbulence.
plus dévastatrice que le moment où le siège éjectable de Marcus n'avait pas réussi à dégager proprement la verrière, plus terrifiante que l'enquête qui avait blanchi son nom, mais n'avait pas pu blanchir sa conscience. La porte du cockpit aurait tout aussi bien pu être un portail vers un monde où il avait autrefois appartenu, où ses mains avaient connu le langage de l'altitude et de la vitesse, où le ciel avait été son royaume au lieu de son exil. Le chronomètre à son poignet capta l'éclairage d'urgence. Ses aiguilles figées un rappel constant du moment où tout avait mal tourné. Quand la panique de son élève pilote avait provoqué des décisions qui avaient mis fin à des carrières et brisé le genre de confiance qui prenait des années à construire et des secondes à détruire. Connor se leva lentement, ses genoux protestant contre le mouvement, avec la douleur de quelqu'un qui avait passé trop de nuits éveillé sur un matelas qui n'avait jamais été assez confortable pour lui permettre d'oublier qu'il dormait au lieu de voler. Autour de lui, la cabine s'était transformée en un théâtre de chaos à peine contrôlé, où les gens ordinaires découvraient ce que cela signifiait d'être complètement dépendant des compétences d'étrangers. Les passagers serrènent les accoudoirs avec des jointures blanches, leurs jointures ressortant comme des sommets de montagne contre des vallées de chair qui étaient devenues pâles de peur. Des enfants pleuraient avec l'abandon de ceux trop jeunes pour comprendre que parfois pleurer ne suffisait pas à faire venir les adultes avec des solutions. Les adultes priaient dans des langues qui couvraient des continents. Tous réduits au même espoir désespéré que quelqu'un quelque part savait comment les ramener en toute sécurité sur Terre. L'odeur de la peur se mélangeait à l'air recyclé et au léger parfum de kérosène qui semblait suivre Connor partout. Un rappel constant du monde qu'il avait abandonné et des compétences qui étaient maintenant leur seul espoir de survie. Une hôtesse de l'air passa en courant, son sourire professionnel se fissurant sur les bords comme de la peinture sous le stress, révélant des aperçus de la terreur qu'elle était formée à cacher derrière la compétence et les règlements de la compagnie. L'avion s'inclina à nouveau, et le corps de Connor se balança avec un équilibre exercé, la mémoire musculaire des années passées à surmonter les turbulences aux commandes, au lieu d'être dans les sièges passagers, son oreille interne s'ajustant automatiquement au mouvement, tandis que son esprit calculait les forces impliquées et les marges de sécurité qu'elles représentaient. Ses mains bougèrent inconsciemment, vérifiant des références qui n'étaient pas là. Indicateurs d'altitude, affichage de vitesse, gyroscope d'attitude. Tous les instruments qui avaient autrefois été des extensions de sa conscience pendant les années où voler avait été aussi naturel que respirer. L'éclairage d'urgence peignait tout dans des tons d'ambre et d'ombre, créant un monde où les objets familiers semblaient menaçants et les situations menaçantes semblaient routinières, où la différence entre la survie et le désastre pouvait être mesurée en degrés d'angle d'inclinaison et en taux de descente qui n'existait que dans les calculs fiévreux des pilotes qui comprenaient que la marge d'erreur diminuait de manière exponentielle, à mesure que l'altitude diminuait de manière linéaire. Mesdames et messieurs, veuillez rester calmes et rester à vos sièges, dit à nouveau la voix du cockpit. Le premier officier Park, semblant marcher sur une corde raide faite de sa propre voix, chaque mot choisi avec soin pour éviter de déclencher le genre de panique qui pourrait transformer une urgence en catastrophe. Connor avait déjà entendu ce ton dans sa propre gorge le jour où tout avait changé. Le jour où Marcus lui avait fait entièrement confiance et l'avait payé avec 3 mois dans un lit d'hôpital et une décharge médicale qui avait mis fin à 2 carrières, avec une seule signature sur un formulaire qui réduisait les rêves humains à une nécessité administrative. L'avion trembla à travers une autre zone de turbulence, et quelque part dans l'obscurité devant, Seattle attendait comme un point d'interrogation contre la côte pacifique balayée par la tempête, ces lumières de piste invisibles à travers le temps qui rendaient leur approche de plus en plus dangereuse à chaque minute qui passait. Connor commença à marcher vers le cockpit, chaque pas portant le poids de 3 ans de culpabilité et la masse accumulée de compétences qu'il avait essayé d'enterrer sous le travail d'entretien de routine et les histoires pour dormir qui ne mentionnaient jamais la raison pour laquelle les mains de papa tremblaient pendant les orages. Les passagers se tournèrent pour le regarder passer. Un homme en jeans usés et en chemise de flanelle qui sentait le fluide hydraulique d'avion et les rêves brisés. Se déplaçant au milieu d'eux comme quelqu'un qui appartenait à une histoire différente, une où les héros existaient et où les gens ordinaires n'avaient pas à se sauver eux-mêmes. Leurs yeux contenaient un espoir désespéré, le genre réservé aux dernières chances et aux dernières prières.
Le regard de gens qui comprenaient que leur survie dépendait de la volonté de quelqu'un d'autre, d'assumer une responsabilité qu'ils ne pouvaient pas porter eux-mêmes. Une femme tendit la main alors qu'il passait, ses doigts effleurant sa manche comme si elle touchait le salut lui-même, et Connor sentit le poids de son espoir s'installer sur ses épaules avec tous les autres fardeaux qu'il portait depuis le jour où le parachute de Marcus n'avait pas réussi à se déployer correctement et que deux vies avaient changé de direction aussi soudainement que des avions en descente d'urgence. Le couloir s'étirait devant comme une piste, chaque pas le rapprochant des commandes qu'il avait juré de ne plus jamais toucher. Des décisions qui pouvaient sauver des vies ou y mettre fin, selon des compétences qui avaient été aiguisées par des années de formation et 3 ans de négligence délibérée. À chaque pas, Connor sentait le poids familier de la responsabilité s'installer sur ses épaules, comme une vieille veste en cuir qu'il avait oublié posséder, lourde de la masse accumulée de décisions qui pouvaient se propager à travers le temps et l'espace pour toucher des vies qu'il ne rencontrerait jamais. L'éclairage d'urgence projetait son ombre contre les parois de la cabine, allongeant sa silhouette jusqu'à ce qu'il ressemble à une figure de cauchemar ou de rêve, selon que vous croyez en la possibilité de la rédemption ou en la certitude de l'échec répété. Derrière lui, la voix de Riley coupa à travers le bruit ambiant des passagers effrayés, appelant son nom avec le genre de confiance que les enfants réservaient aux parents qui semblaient encore capables de miracles, qui n'avaient pas encore été réduits à de simples mortels par le poids écrasant des responsabilités d'adultes et la connaissance que certaines erreurs étaient trop grandes pour survivre intactes. La porte du cockpit était légèrement entr'ouverte, révélant des aperçus de panneaux d'instruments qui brillaient comme des cartes de constellation, leur lumière peignant des motifs géométriques contre l'obscurité qui se trouvait au-delà du pare-brise. La main de Connor hésita sur la poignée. 3 ans d'exil auto-imposé se heurtaient à la formation qui avait été gravée dans sa mémoire musculaire par la répétition et le renforcement jusqu'à ce que répondre aux urgences d'aéronautique soit devenu aussi naturel que respirer. Par l'espace, il pouvait voir la silhouette d'une femme penchée sur les commandes, ses mouvements précis malgré les circonstances, ses mains se déplaçant sur les interrupteurs et les affichages avec la grâce fluide de quelqu'un qui avait appris à lire les humeurs du ciel à travers des intermédiaires électroniques. L'éclairage d'urgence peignait tout dans des tons d'ambre et d'ombre, mais Connor pouvait distinguer la disposition familière des interrupteurs et des affichages qui avaient autrefois été aussi naturels que respirer. Des instruments qui parlaient une langue qu'il avait appris à lire avant d'apprendre à douter de ses propres capacités à traduire leur message en le genre de décision qui maintenait les gens en vie à des altitudes où les erreurs signifiaient plus que de l'embarras ou des revers de carrière. Sa paume était moite de sueur alors qu'il frappait doucement sur le cadre de la porte, les sons à peine audibles au-dessus du bruit ambiant des systèmes de l'avion, fonctionnant à la limite de leurs paramètres de conception. Premier officier Park, j'ai une certaine expérience de pilote. Les mots semblèrent étranges dans sa bouche après 3 ans de silence, comme s'il parlait une langue étrangère qu'il avait autrefois connue couramment, mais qu'il n'avait pas pratiquée depuis qu'il avait quitté le pays où elle était parlée quotidiennement. Le chronomètre à son poignet capta l'éclairage des instruments, ses aiguilles figées lui rappelant que certaines choses, une fois cassées, restaient cassées, peu importe le temps qui passait ou à quel point vous vouliez désespérément qu'elle recommence à fonctionner. La femme aux commandes se tourna et dans la lueur ambrée de l'éclairage d'urgence, Connor vit un visage qui portait son propre poids de peur inexprimée et de compétences professionnelles maintenues par la simple force de la volonté. Jessica Park avait l'air plus jeune que sa voix ne le suggérait, probablement au début de la trentaine, avec des cheveux noirs tirés en un chignon réglementaire et des yeux qui contenaient le genre d'intensité qui venait du fait de regarder la mort en face et de refuser de cligner des yeux. Elle était amérindienne, ses traits nets de concentration et d'autres choses. Une reconnaissance qui vacilla sur son visage comme un éclair avant de disparaître derrière le calme professionnel qui lui avait été inculqué par des années passées à gérer des urgences qui exigeaient une pensée claire et des mains stables. Son uniforme de vol était impeccable malgré les circonstances, mais Connor pouvait voir la sueur du stress assombrir le tissu sous ses aisselles, la réponse physiologique à la pression qu'aucune quantité de formation ne pouvait complètement supprimer. « Merci, mon Dieu », souffla-t-elle, et sa voix portait un soulagement qui allait plus loin que la gratitude professionnelle,
touchant quelque chose de personnel que Connor ne pouvait pas tout à fait identifier dans la confusion éclairée par l'ambre du cockpit d'urgence. Le commandant Mitchell s'est effondré il y a 23 minutes. Crise cardiaque, nous pensons. Les ambulanciers nous attendront au sol, mais pour l'instant, j'ai besoin de quelqu'un qui comprend ces systèmes. Elle fit un geste vers le tableau de bord avec des mouvements qui étaient économiques et précis, ne trahissant aucun mouvement inutile malgré le stress qui était gravé dans les lignes autour de ses yeux. Quelle expérience avez-vous avec les avions commerciaux? Connor entra dans le cockpit et l'odeur familière d'électronique et de kérosène le frappa comme une force physique, les souvenirs revenant malgré 3 ans de suppression prudente. Le tableau de bord s'étalait devant lui comme une symphonie de lumière et de chiffres, chaque affichage racontant une partie d'une histoire qu'il avait autrefois connue par cœur. Leur voix électronique parlant dans le langage universel de l'altitude, de la vitesse, du cap et des milliers d'autres variables qui déterminaient si les avions volaient ou tombaient. Ses mains bougèrent automatiquement pour vérifier l'altimètre, l'indicateur de vitesse, le gyroscope d'attitude, la mémoire musculaire annulant 3 ans d'exil volontaire. La formation s'affirmant malgré la tentative de son esprit conscient de maintenir la fiction qu'il n'était qu'un mécanicien d'entretien qui se trouvait à comprendre comment les avions fonctionnaient. Expérience militaire, des F-16 depuis la base aérienne de Luke en Arizona, 12 ans de service actif, instructeur de vol pendant les 4 dernières années. Il ne mentionna pas la partie sur le fait de s'en aller. Ne mentionna pas Marcus. Ne mentionna pas le chronomètre à son poignet qui avait cessé de fonctionner le jour où il avait cessé de croire en ses propres capacités à prendre le genre de décision qui maintenait les gens en vie quand la marge d'erreur se mesurait en degrés d'angle et en taux de descente. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent légèrement, et Connor capta quelque chose dans son expression qui allait au-delà de l'intérêt professionnel, un scintillement de reconnaissance qui le fit la regarder plus attentivement. Dans l'éclairage d'urgence, son visage n'était qu'angle et ombre, mais quelque chose dans son profil semblait familier d'une manière qui serra sa poitrine, avec plus que de la simple anxiété d'altitude. Elle était jeune pour une première officière sur une route commerciale majeure, probablement au début de la trentaine, avec le genre de mouvement précis qui parlait de formation militaire, déguisé sous des titres civils et des règlements de compagnie aérienne. Ses mains sur les commandes bougeaient avec l'efficacité de quelqu'un qui avait appris à voler dans des conditions où les erreurs signifiaient plus que de la simple turbulence, où les décisions prises en une fraction de seconde avaient des conséquences qui se propageaient à travers le temps et l'espace pour toucher des vies d'une manière qui ne pouvait jamais être complètement calculée ou prédite. Base aérienne de Luke, demanda-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix, une note qui aiguisa l'attention de Connor malgré les exigences immédiates de leur situation. Quand y étiez-vous basé? La question portait un poids qui n'avait rien à voir avec leur urgence actuelle, des implications qui s'étendaient au-delà du besoin immédiat de quelqu'un qui pourrait l'aider à ramener 180 âmes en toute sécurité sur Terre, à travers un temps qui rendait leur approche de plus en plus dangereuse à chaque minute qui passait. Dehors, par le pare-brise, les feux de navigation d'avions lointains clignotaient comme des lucioles dans la vaste obscurité du ciel nocturne. D'autres pilotes, gérant leurs propres défis, tandis que Connor et Jessica se battaient pour maintenir le contrôle d'un avion qui testait les limites de leurs capacités combinées. Parti en 2021, dit Connor, s'installant dans le siège du commandant avec des mouvements qui semblaient à la fois étrangers et familiers, comme enfiler des vêtements qui avaient été taillés pour quelqu'un qu'il avait été, mais qu'il ne reconnaissait plus dans les miroirs ou les reflets. Le siège s'ajusta automatiquement à sa taille. Et soudain, il fut entouré d'instruments qui parlaient une langue qu'il avait essayé d'oublier. Leur voix électronique chuchotant des secrets sur l'altitude et la vitesse que ses mains savaient traduire en le genre de commande qui maintenait les avions en vol au lieu de les faire tomber. Dehors, par le pare-brise, les feux de navigation d'avions lointains clignotaient comme des étoiles lointaines. Et quelque part devant dans l'obscurité, les lumières d'approche de Seattle attendaient comme un collier de diamants qui marquait la différence entre la survie et les statistiques dans les rapports de sécurité aérienne. Jessica le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire, son visage illuminé par la lueur ambrée des instruments qui peignaient tout dans des tons d'urgence et de possibilité.
Base aérienne de Luke 2021, répéta-t-elle lentement, et sa voix portait un poids qui n'avait rien à voir avec leur urgence actuelle. Des implications qui remontaient le temps pour toucher des moments qui avaient façonné leurs deux vies, d'une manière qu'ils ne commençaient que maintenant à comprendre. Vous ne connaîtriez pas une lieutenant Jessica Park de cette époque, par hasard, nom de code Viper. La question resta suspendue dans l'air recyclé du cockpit comme de la fumée d'une arme qui avait déjà été tirée, et Connor sentit le chronomètre à son poignet pulser au rythme de son rythme cardiaque, comme si le garde-temps cassé se souvenait soudainement de comment mesurer le passage des moments qui comptaient. Les pièces se mirent en place comme des parties d'avion tombant au sol après une éjection. Des fragments de mémoire se réassemblant en une image qui donnait un sens à la familiarité qu'il avait été incapable de situer. Jessica Park. Viper, la coéquipière qui devait voler avec Marcus ce jour-là avant que Connor ne prenne sa place, parce qu'il voulait les heures de vol supplémentaires pour sa certification d'instructeur. La femme qui avait essayé de le joindre après l'accident, dont il avait ignoré les appels téléphoniques, dont il avait retourné les lettres non ouvertes, dont les tentatives d'expliquer ce que l'enquête avait découvert sur les dysfonctionnements des sièges éjectables et les pannes hydrauliques avaient été bloquées par sa propre certitude que certaines erreurs étaient trop grandes pour survivre. Elle était plus âgée maintenant. Des vêtements civils remplaçant les combinaisons de vol, l'aviation commerciale substituée à la précision militaire. Mais la façon dont elle manipulait les commandes d'avion était indubitable. Les mouvements fluides de quelqu'un qui avait appris à voler en formation, qui comprenait que chaque commande avait des conséquences qui se propageaient à travers l'espace et le temps pour affecter non seulement son propre avion, mais tous ceux qui partageaient le ciel avec vous. Phoenix, dit-elle doucement, utilisant son ancien nom de code comme une clé qui déverrouillait des portes qu'il avait soudées il y a 3 ans, et sa voix portait un pardon qu'il n'avait jamais demandé et une compréhension qu'il n'avait jamais pensé mériter. J'ai essayé de te retrouver après l'accident de Marcus. L'enquête t'a complètement blanchi. Le dysfonctionnement du siège éjectable n'était pas de ta faute. La panne de la conduite hydraulique a provoqué un effet en cascade qui a rendu une éjection correcte impossible. Marcus le sait, tout le monde le sait, sauf toi. Ces mots tombèrent dans l'espace entre eux comme des pierres dans de l'eau calme, créant des ondulations qui se propagèrent bien au-delà du cockpit pour toucher chaque décision que Connor avait prise au cours des 3 années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait tourné le dos à tout ce qu'il avait jamais aimé du vol. Dehors, la tempête se renforçait. Le radar météo peignant une image de turbulence et de cisaillement de vent qui mettrait à l'épreuve chaque compétence qu'il possédait. Mais à l'intérieur de ce petit espace rempli de lumières clignotantes et des fantômes d'une histoire partagée, Connor sentit le poids de 3 ans de culpabilité se déplacer comme des plaques tectoniques sous la surface des hypothèses sur lesquelles il avait construit son exil. L'avion trembla à travers une autre poche de turbulence, leur rappelant que cette réunion se déroulait à 37 000 pieds avec 180 âmes, dépendant de leur capacité à mettre de côté le passé et à se concentrer sur le moment présent, où les décisions prises dans les 30 prochaines minutes détermineraient si les familles rentraient chez elles intactes ou devenaient des statistiques dans des rapports qui seraient classés et oubliés par tous, sauf les gens qui les aimaient. La formation de Connor se déclencha, annulant la tempête émotionnelle qui montait dans sa poitrine. Des années de conditionnement, s'affirmant malgré les révélations personnelles qui remodelaient sa compréhension de tout ce qui s'était passé depuis le jour où le parachute de Marcus n'avait pas réussi à se déployer correctement. Ses mains bougèrent sur le tableau de bord avec une efficacité exercée, vérifiant les systèmes, évaluant leurs options, calculant des marges de sécurité qui se réduisaient à chaque mile qu'il volait plus près d'un temps qui testait les limites de ce que l'aviation commerciale considérait comme des conditions d'exploitation acceptables. Nous devons parler de l'approche, dit Connor, sa voix stable, malgré la révélation que la femme à côté de lui portait des morceaux de son passé brisés comme des éclats d'obus dans sa propre histoire, des blessures qui avaient guéri autour d'objets étrangers qui ne pourraient jamais être complètement enlevés. Jessica hocha la tête, et dans ce simple geste, Connor vit la pilote professionnelle annuler le fantôme de leur histoire partagée, la formation s'affirmant sur les sentiments personnels, parce que c'était ce que la situation exigeait et ce que les gens qui dépendaient d'eux méritaient. Elle commença à le briefer sur l'état actuel de l'avion, la pression hydraulique qui chutait lentement mais régulièrement,
Le pilote automatique intermittent en raison de dysfonctionnement de capteurs. Les radars météo montrant une ligne de tempête sur leur destination qui s'intensifiait plus vite que les modèles de prévision ne l'avaient prédit. Chaque problème qu'elle décrivait était un autre poids ajouté à la balance de leur survie. Et Connor se retrouva à calculer les probabilités avec la froide précision de quelqu'un qui avait appris que l'espoir était un luxe, que les avions ne pouvaient pas transporter lorsque la charge utile se mesurait en vies humaines et que le carburant se mesurait en minutes de temps de vol restantes. La radio crépita avec la voix du contrôle d'approche de Seattle, mécanique et lointaine à travers l'électricité statique, qui semblait toujours tourmenter les communications lorsque le temps devenait mauvais et que les systèmes électroniques étaient poussés au-delà de leurs paramètres de fonctionnement normaux. Horizon 1247, vous êtes autorisé pour l'approche ILS piste 16 gauche, mais soyez avertis que les conditions se détériorent rapidement. Le temps actuel montre une visibilité d'un quart de mile dans la neige et la pluie verglaçante. Vent 1240 à 28 avec des rafales à 42 nœuds. L'avion précédent a signalé un cisaillement de vent sévère en approche finale. Recommandons d'envisager une destination de rechange. La voix du contrôleur portait le calme exercé de quelqu'un qui avait guidé des milliers d'avions à travers des urgences, mais Connor pouvait entendre la tension sous-jacente qui venait de la gestion de situation où les appels radio pouvaient être les derniers mots échangés entre la terre et le ciel. Connor actionna le microphone avec des doigts qui se souvenaient du poids de moments similaires, où les décisions prises en altitude déterminaient si les âmes revenaient sur Terre en toute sécurité ou devenaient des noms sur des murs commémoratifs qui commémoraient le prix de pousser au-delà des marges de sécurité. Seattle approche Horizon 247. Nous copions l'avis météo. Soyez avertis que nous avons une urgence médicale à bord et un carburant limité pour les destinations de rechange. Demandons une prise en charge prioritaire pour l'approche ILS 16 gauche. Sa voix portait l'autorité calme de quelqu'un qui avait appris à parler au contrôle aérien dans le langage des urgences contrôlées, où chaque mot était choisi pour une précision maximale et une ambiguïté minimale, car les malentendus à 37 000 pieds ne conduisaient pas à des corrections embarrassantes, mais à des échecs catastrophiques de communication. À côté de lui, Jessica parcourait les listes de contrôle d'urgence avec la précision méthodique de quelqu'un qui comprenait qu'en aviation, il n'y avait pas de place pour l'improvisation lorsque des vies étaient en jeu et que les procédures existaient parce qu'elles avaient été écrites dans le centre d'urgence précédente, où l'improvisation avait conduit au désastre. Le cockpit semblait plus petit maintenant, comprimé par le poids de leur histoire partagée, et la tempête approchante qui attendait quelque part dans l'obscurité devant. Invisible à l'œil nu, mais peinte en détails saisissants sur les écrans radar météo qui montraient des noyaux de précipitation et des motifs de cisaillement de vent, comme des cartes topographiques de violence atmosphérique. Les mains de Connor bougèrent sur les commandes avec une mémoire musculaire qui le surprit, ajustant les volets de compensation, réglant les vitesses d'approche, configurant l'avion pour sa descente dans un temps qui mettrait à l'épreuve chaque compétence qu'il possédait et chaque hypothèse qu'ils avaient faite sur leur capacité à gérer des situations qui existaient à la limite même de ce que l'aviation commerciale considérait comme survivable. Le chronomètre à son poignet capta l'éclairage des instruments, ses aiguilles figées se moquant de lui avec leur rappel permanent d'échec. Mais à côté de lui, Jessica était la preuve que certaines histoires avaient des chapitres au-delà de l'accident, que certaines ailes pouvaient être reconstruites après avoir été brisées par des forces indépendantes de la volonté de quiconque. La tempête de vent était réelle, dangereuse, potentiellement fatale, s'ils faisaient le genre d'erreur que les avions ne pouvaient pas pardonner à des altitudes où la marge d'erreur se mesurait en pieds au lieu de miles. Mais pour la première fois en 3 ans, Connor n'y faisait pas face seul. Ne portait pas le poids de la responsabilité sans quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait de prendre des décisions où les conséquences se propageaient à travers le temps et l'espace, pour toucher des vies qui ne sauraient jamais à quel point elles étaient baissées près de se terminer dans les abstractions statistiques des rapports de sécurité aérienne. Tu te souviens de l'approche que nous avons pratiquée à Nellis? Demanda Jessica alors qu'elle ajustait le radar météo, peignant une image des cellules orageuses entre eux et la sécurité avec une précision électronique qui réduisait le chaos atmosphérique en motifs géométriques gérables sur des écrans lumineux. Sa voix portait des souvenirs de vol en formation, dans des conditions qui terrifieraient les pilotes civils,
de confiance construite à travers le risque partagé et la compétence mutuelle, de mission, où la survie dépendait de la lecture des intentions de l'autre à travers des appels radio et des changements subtils de trajectoire de vol qui communiquaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Connor se souvenait de ces jours. Les deux volant en formation à travers des cols de montagne qui ne laissaient aucune place à l'erreur, apprenant à lire les styles de vol de l'autre comme des livres préférés, construisant le genre de confiance qui ne venait que du fait de savoir que les compétences de quelqu'un d'autre étaient la seule chose qui se tenait d'entre vous et le genre d'erreur qui mettait fin aux carrières et aux vies avec une finalité égale. Je me souviens, dit Connor doucement, ses mains retrouvant leur rythme sur les commandes comme un pianiste retournant à un morceau de musique familier après des années de silence, la mémoire musculaire annulant la pensée consciente alors que la formation s'affirmait malgré 3 ans de négligence délibérée. Dehors, par le père Braise, les premiers fils de nuages d'orage commencèrent à obscurcir les étoiles. Et devant, quelque part dans l'obscurité, Seattle attendait avec son labyrinthe de lumière et de pistes d'atterrissage qui les accueillerait soit chez eux, soit deviendrait la dernière chose qu'ils verraient jamais. L'avion descendit à travers des couches de turbulence. Chaque bosse et chaque tremblement, un rappel qu'ils étaient des passagers sur une machine qui exigeait le respect des lois de la physique et de la mince marge d'erreur qui séparait le vol contrôlé du désastre, la confiance de la tragédie, la rédemption de l'échec répété. Les lumières d'approche de l'aéroport international de Seattle-Tacoma apparurent à travers la tempête comme un collier de diamants posé sur du velours noir. Leur séquence marquant le chemin précis que les avions devaient en suivre pour éviter les obstacles qui entouraient chaque aéroport comme des récifs cachés dans un océan d'obscurité. Les mains de Connor se resserrèrent sur les commandes alors que l'avion se cabrait et se balançait dans les vents de travers, se battant pour maintenir le chemin précis qui les ferait descendre en toute sécurité à travers le labyrinthe de lecture d'instruments et de nuages d'orage qui testaient chaque système de l'avion et chaque compétence dans leur répertoire combiné. À côté de lui, Jessica annonçait les altitudes et les vitesses avec la précision mécanique de quelqu'un qui comprenait qu'en ces moments, il n'y avait de place pour rien d'autre que l'exactitude absolue, aucune tolérance pour le genre d'improvisation qui pourrait fonctionner dans des conditions normales, mais qui pourrait s'avérer fatale lorsque les marges de sécurité avaient été réduites au minimum mathématique. La piste apparut et disparut dans les rideaux changeants de neige et de pluie. Une étroite bande de sécurité qui semblait incroyablement petite de leur perspective actuelle, détourée de lumière qui marquait la différence entre la survie et le désastre avec une précision électronique. 1000 pieds, annonça Jessica, sa voix coupant à travers le bruit de la tempête qui remplissait le cockpit du son du temps qui essayait de déchirer leur avion. Des vents qui testaient les limites structurelles de l'aluminium, de l'acier et des nerfs humains. Connor pouvait sentir l'avion vouloir dériver à gauche dans le vent de travers, ses mains faisant des corrections constantes pour les maintenir alignés avec la ligne centrale qui était leur seul chemin vers la survie. Le couloir étroit d'espace et de temps qui les livrerait soit dans toute sécurité à la Terre, soit deviendrait la scène de leurs derniers instants. 500 pieds, appela Jessica, et Connor pouvait voir les lumières de la piste grossir à travers le pare-brise, pouvait sentir l'avion répondre à ses commandes avec le genre de précision qui venait des années de formation et de la concentration désespérée que les situations d'urgence exigeaient. Le vent de travers essayait de les pousser hors de leur trajectoire, et Connor dut utiliser chaque technique qu'il avait apprise en 12 ans de vol militaire pour les maintenir sur la bonne voie vers le seuil de la piste, ses mains se déplaçant sur les commandes avec une précision fluide, tandis que son esprit calculait les corrections de vent et les angles d'approche avec le timing d'une fraction de seconde qui séparait les atterrissages réussis des cratères fumants dans les lumières d'approche. 50 pieds, annonça Jessica, sa voix stable, malgré la violence de la tempête qui malmenait leur avion comme un jouet entre les mains d'un enfant en colère. Et Connor pouvait sentir l'effet de sol prendre le dessus, le changement subtil de l'aérodynamisme qui lui disait qu'ils étaient assez près de la Terre, que les règles du vol commençaient à changer, que le ciel se préparait à les relâcher dans le monde de la gravité et du sol solide, et des conséquences qui pouvaient être mesurées dans autre chose que l'altitude et la vitesse. Le chronomètre à son poignet semblait pulser à chaque battement de cœur, ses aiguilles à casser pointant vers un moment il y a 3 ans où tout avait mal tourné.
Mais sa concentration était fixée sur le moment à venir où tout irait soit bien, soit se terminerait par le genre de gros titres qui faisaient que les familles dans de petites maisons près des aéroports se serraient plus fort les unes contre les autres et se demandaient ce qu'elles feraient si le ciel tombait sur leur propre vie. Le train d'atterrissage principal toucha le sol avec un couinement de caoutchouc contre le béton. C'était le plus beau son que Connor avait entendu en 3 ans. Le contact solide entre l'avion et la Terre qui signifiait qu'ils avaient réussi la transition des créatures de l'air aux machines du sol, du domaine de la possibilité au monde du fait accompli. Il déploya les inverseurs de poussée avec une précision exercée et appliqua les freins avec la pression douce qu'il avait apprise à travers des milliers d'atterrissages, bien qu'aucun n'ait jamais porté autant de poids de rédemption et de peur mélangées comme du kérosène dans ses veines. L'avion roula sur la piste et à travers des nappes de pluie et de neige qui peignaient le pare-brise avec des motifs abstraits de survie. Et Connor sentit la satisfaction familière d'une urgence gérée avec succès. Une crise convertie en une histoire que les gens raconteraient au lieu d'une tragédie qui entrait les survivants. Les mains de Jessica tremblaient alors qu'elle sécurisait les systèmes de l'avion. L'adrénaline post-vol brisant enfin son calme professionnel, maintenant que le danger immédiat était passé et qu'il pouvait se permettre le luxe de la réponse émotionnelle. « Tu l'as fait, Phoenix », dit-elle doucement, utilisant son nom de code comme une absolution qui portait 3 ans de pardon en 2 mots simples, et sa voix contenait un soulagement qui allait plus loin que la satisfaction professionnelle pour toucher quelque chose de personnel qui avait attendu 3 ans pour être prononcé. Autour d'eux, les lumières du cockpit peignaient tout dans la lueur chaude de la survie, et par la porte ouverte, ils pouvaient entendre le bruit des passagers qui applaudissaient, des enfants qui pleuraient de soulagement, des adultes qui offraient des prières de gratitude à toutes les forces qui les avaient guidés en toute sécurité à travers la tempête, et de retour dans le monde où le matin viendrait et où les familles resteraient intactes, et où les mécaniciens d'entretien d'avion pourraient recommencer à croire que certaines compétences, une fois abandonnées, pouvaient être récupérées lorsque la nécessité exigeait leur résurrection. Les mains de Connor restèrent sur les commandes un moment de plus que nécessaire, sentant les vibrations subtiles d'un avion au repos. La satisfaction tranquille des systèmes mis hors tension, après avoir rempli leur but et livré leurs passagers en toute sécurité d'un point à un autre, malgré un temps qui avait mis à l'épreuve chaque hypothèse qu'ils avaient faite sur leur capacité. Le chronomètre à son poignet capta la lumière. Et pour la première fois en 3 ans, il pensa voir la trotteuse tressaillir juste légèrement, juste assez pour suggérer que certaines choses, une fois cassées, pouvaient apprendre à nouveau à garder le temps si on leur donnait les bonnes circonstances et la bonne motivation. Derrière lui, il pouvait entendre Riley appeler son nom, sa voix de 7 ans coupant à travers les conversations des adultes, et les larmes de soulagement, comme une balise le guidant vers le monde au-delà du cockpit, où être un père était plus important qu'être un pilote, et où les compétences qui comptaient le plus se mesuraient en histoire pour dormir et en déjeuner scolaire plutôt qu'en vitesse d'approche et en correction de vent. 8 mois plus tard, Connor se tenait au bord de la piste principale de l'aéroport Sky Harbor de Phoenix, regardant les avions décoller dans le lever de soleil du désert qui peignait les montagnes dans des tons d'or et de cramoisi. Riley était assise sur ses épaules, ses petites mains agrippant ses cheveux, alors qu'elle pointait avec enthousiasme chaque vol au départ, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait appris que les avions étaient des machines magiques au lieu de signes mécaniques de désastre. « Celui-là va à Denver, papa », annonça-t-elle avec l'autorité de quelqu'un qui avait mémorisé les horaires des compagnies aériennes affichées dans son atelier. Et Connor sourit, une expression qui était devenue plus fréquente depuis cette nuit au-dessus de Seattle, quand la tempête lui avait rendu quelque chose qu'il pensait perdu à jamais dans l'épave de l'éjection de Marcus, et sa propre certitude que certaines erreurs étaient trop grandes pour survivre. L'air du matin sentait le kérosène et la possibilité, les fleurs du désert qui fleurissaient après la pluie d'hiver, et la promesse de jour où le ciel serait bleu au lieu d'être menaçant. Sur son établi derrière eux, l'ordinateur portable de Connor affichait la candidature partiellement remplie pour un poste dans une compagnie aérienne régionale, un travail de pilote à temps partiel qui lui permettrait de voler à nouveau sans abandonner le travail d'entretien qui les avait maintenus à flot pendant les 3 années où ses mains avaient été assez habiles pour réparer des avions.
Mais son cœur avait été trop brisé pour se faire confiance avec la responsabilité de les piloter. Le chronomètre à son poignet affichait l'heure correcte, son mécanisme réparé par un bijoutier qui n'avait posé aucune question sur la raison pour laquelle une montre serait figée à 11h17 pendant si longtemps, qui avait simplement remplacé les pièces cassées et remonté le ressort, et la lui avait rendue avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui comprenait que certaines choses pouvaient être réparées si vous saviez où chercher le problème. Les appels téléphoniques hebdomadaires de Jessica étaient devenus aussi réguliers que les horaires de vol. Sa voix portant des nouvelles des routes qui sillonnaient le pays comme des fils d'argent reliant les histoires de personnes qui avaient appris que parfois les voyages les plus importants se produisaient à l'intérieur des cockpits, où le passé et le futur se rencontraient à 37 000 pieds et découvraient qu'ils avaient plus en commun que quiconque ne l'avait prévu. Elle volait pour une grande compagnie aérienne maintenant. Son expérience cette nuit-là au-dessus de Seattle, ayant ouvert des portes qui avaient été fermées par la discrimination subtile qui gardait des femmes pilotes au sol dans les salles de conseil d'administration, au lieu des sièges de commandants, où leurs compétences pouvaient être mesurées par des résultats au lieu d'hypothèses. Leur amitié avait été reconstruite sur la fondation de la survie partagée et du respect mutuel pour le poids que les avions portaient au-delà des simples passagers et du fret. Les rêves et les peurs et les espoirs des gens qui confiaient leur vie à des étrangers chaque fois qu'ils s'attachaient dans des sièges et abandonnaient le contrôle à des pilotes qu'ils n'avaient jamais rencontrés, mais devaient leur faire entièrement confiance. « Papa, tu m'apprendras à voler un jour ?» demanda Riley, sa voix coupant à travers le bruit des moteurs et ramenant l'attention de Connor au moment qui comptait le plus, le présent, où sa fille grandissait, avec l'hypothèse que son père était quelqu'un qui pouvait faire des choses impossibles, comme faire passer des avions en toute sécurité à travers des tempêtes qui terrifieraient des simples mortels. Il tendit la main pour la stabiliser sur ses épaules, sentant le poids solide de sa fille sur fond d'avion qui montait dans le ciel du matin, avec la confiance de machine qui avait été construite par des gens qui comprenaient que voler était à la fois la chose la plus dangereuse et la plus merveilleuse que les humains aient jamais appris à faire. La question resta suspendue dans l'air entre eux, comme le moment avant d'une décision qui déterminerait la direction de leur vie pour les années à venir, et Connor se retrouva à calculer non pas les vitesses du vent et les angles d'approche, mais le genre de futur qu'il voulait construire pour la petite fille qui croyait encore que son père pouvait faire des miracles. Connor regarda un Boeing 737 pivoter vers le lever de soleil, ses ailes captant la lumière dorée comme une promesse écrite à travers le ciel du désert. Le même type d'avion qui les avait transportés à travers la tempête il y a 8 mois et lui avait rendu ses ailes avec sa foi en la possibilité que certaines histoires ne se terminent pas avec des accidents, mais commencent avec eux. Le même type qu'il avait entretenu pendant 3 ans sans se permettre de se souvenir ce que c'était de commander depuis le siège gauche où les décisions comptaient et les compétences se mesuraient en vie sauvée au lieu de moteurs révisés. « Quand tu seras prête et quand je serai prêt, dit-il finalement, sa voix portant le poids des leçons apprises sur la confiance et le pardon, et le prix de se maintenir au sol quand vous étiez censé voler, quand le ciel appelait votre nom dans le langage du vent et de l'altitude, et la possibilité infinie qui se trouvait au-delà de l'horizon. Mais d'abord, continua-t-il, regardant l'avion monter vers des nuages qui ressemblaient à des boules de coton au lieu de cellules orageuses. Assurons-nous que nous savons tous les deux comment atterrir en toute sécurité. Riley gloussa, son rire se mélangeant au bruit des avions au départ, et au vent du désert qui avait autrefois porté les rêves de Connor au-delà de l'horizon, et les ramenait maintenant chez eux sur des ailes construites à partir de secondes chances, et la compréhension que certaines histoires ne se terminaient pas par des accidents, mais continuaient avec le genre de rédemption qui ne pouvait être gagné que par la volonté de réessayer, malgré la certitude que réessayer signifiait risquer à nouveau l'échec. Le chronomètre à son poignet avançait régulièrement, marquant un temps qui n'était plus figé dans le passé, mais qui s'écoulait vers un futur, où le ciel n'était plus son ennemi, mais son plus vieil ami, attendant patiemment son retour, avec le genre de patience infinie que seuls les cieux pouvaient offrir. Autour d'eux, l'aéroport Sky Harbor de Phoenix bourdonnait d'activités d'avions qui décollaient et atterrissaient, des pilotes et des passagers et des équipes au sol jouant tout leur rôle dans le miracle quotidien de l'aviation commerciale, où des étrangers confiaient leur vie à d'autres étrangers
et était rarement déçu par la transaction. Connor changea le poids de Riley sur ses épaules et pointa vers un avion lointain qui montait vers les montagnes, ses traînées de condensation traçant des lignes à travers le ciel du désert comme des promesses écrites en vapeur et en lumière du soleil.